Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Mélanie. Anne-Charlotte, tu as 45 ans. Ouais. Et tu es atteinte d'endométriose. Oui. Alors déjà, pour commencer, même si on a déjà abordé sur le site les gens qui vont tomber sur cette discussion, qu'est-ce que tu peux essayer de nous résumer un petit peu ce que c'est que l'endométriose ? L'endométriose, c'est une maladie qui se caractérise par une fuite, une sortie des cellules qui tapissent l'endomètre, c'est-à-dire donc l'intérieur de l'utérus. Ces cellules migrent à l'extérieur de l'utérus et vont se coller sur des organes où elles forment des amas au fur et à mesure du temps. Et le problème, c'est que cette muqueuse qui se trouve là où elle ne doit pas être, elle est sensible au cycle, donc aux variations hormonales, et au moment des règles, elle provoque énormément de problèmes puisqu'elle crée des douleurs qui deviennent absolument insupportables. Ces amas, ça devient des kystes ou... Alors, ça peut devenir des kystes, ça fait aussi des plaques, tout simplement, des nodules, des trucs vraiment pas cool. En général, ça se colle sur des organes qui se trouvent autour de l'utérus, parce que les viscères sont à proximité. Donc on va dire que ces cellules, elles n'ont pas loin à aller pour se coller sur des trucs. Et parfois, ça migre beaucoup plus loin. Et ça crée des problèmes qui sont difficiles à résoudre. En fait, on n'arrive pas trop à analyser la provenance de ces cellules. Enfin, pas la provenance de ces cellules, mais la provenance des douleurs. Comme il paraît que c'est une maladie qui est pas facile à détecter, visiblement, selon les cas. Ouais. Toi, comment tu as su que... Ah oui, alors moi, j'ai un cas qui est très éloquent dans ce domaine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des règles anodines. J'oubliais que j'avais mes règles. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'oubliais que j'avais mes règles. J'avais des flux peu abondants. Ça durait 3-4 jours. Mais je vivais ma vie, mais alors, pas de maux de ventre. Ah, mais c'était rarissime. Je prenais un Doliprane, une fois toutes les semaines des 4 jeudis. Vraiment, j'oubliais. Je faisais du sport, des tas de trucs. Aucun problème. Et à partir de l'âge de 25 ans, ça commence à se déglinguer. En 6 mois, je suis passée, donc, comme je disais, d'un Doliprane occasionnel à plusieurs comprimés de codéine par jour. Vraiment pas normal, quoi. Et là, t'avais quel âge ? J'avais 25 ans. Donc, du jour au lendemain, il n'y a pas eu de choc émotionnel, il ne s'est rien passé de particulier. Pas que je me souvienne, non. Okay. Quand je rentrais dans la vie active, c'est vrai que j'avais eu un début de vie active qui a été compliqué. J'ai mis 1 an à trouver un taf, en fait. Bon, ok, très bien. Et puis, mais bon, voilà, ça s'est déglingué à partir de ce moment-là. Et vraiment, je ne comprenais pas, parce que moi, à titre personnel, dans ma vie perso, il ne se passait rien de spécial. J'ai pas changé de régime alimentaire, j'ai pas été malade, j'avais pas de stress. J'ai vécu une relation longue distance, mais enfin bon, voilà quoi. Oui, c'est pas la ça vie. qui va, ouais. Et donc j'ai consulté très vite et j'ai eu beaucoup de chance. T'as consulté un généraliste ou... Non, je suis allée voir directement une gynéco parce que j'ai compris qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une femme gynéco qui a tout de suite mis le doigt là-dessus. Donc c'est une gynécologue que tu voyais depuis toujours ou t'as pris au hasard ? Je crois que je me souviens plus. Je sais plus si je l'avais vue auparavant 1 ou 2 fois ou si c'était la première fois. Ça vraiment, je me souviens plus. Et c'est un pur hasard le fait qu'elle connaissait cette maladie. Ah ouais, faut croire, ouais, parce que elle a tout de suite compris. Elle m'a dit on va faire des examens, donc IRM, machin. Donc c'est quoi les examens ? Alors c'est échographie, IRM. Je crois que j'ai dû faire une analyse de sang aussi, mais je pense que c'est plutôt pour jauger de l'état général de la personne. Mais l'IRM a montré tout de suite qu'il y avait un problème, quoi, de ce côté-là. Donc c'est l'IRM majoritairement qui détecte... Ouais, alors sur les échographies, apparemment, on peut voir, mais on voit moins bien en général. On fait un IRM aussi pour bien confirmer. Quoique c'est vrai qu'en fait, un IRM confirme la suspicion, mais il faut faire une vraie exploration pour voir les plaques, quoi. Les plaques, les nodules, les tas de trucs. Enfin voilà, toutes les saloperies que déverse l'endométriose dans le corps. Mais bon, donc avec elle, j'étais très vite fixée. Et en fait, quand elle m'a dit en rendez-vous, je pense que c'est de l'endométriose, en fait, ça ne m'a pas vraiment surprise. Et alors là, c'est une anecdote, mais perso. Moi, je me souviens quand j'étais en première, donc au lycée, j'ai eu une prof de biologie qui nous a expliqué ce que c'était que l'endométriose. Avec le recul, oui. Ouais. Moi, avant de côtoyer, d'en parler avec des femmes qui ont des problèmes d'endométriose, alors que je suis plus jeune que toi, j'en avais jamais entendu parler. Et je pense que
En fait, je pense que cette femme, elle devait être atteinte, cette prof. Et donc, du coup, elle en a parlé. Ou avoir une sœur ou une enfant. Voilà, exactement. Quelqu'un dans son entourage qui était atteinte. Et je me rappelle que durant ce cours, cette maladie m'avait perturbée parce que je l'avais trouvée perverse. Elle nous avait raconté ce que faisait l'endométriose. Je me suis dit, mais c'est vraiment une saloperie, ce truc. Bref, et donc après, j'ai continué ma vie. Et puis, à l'âge de 25 ans, quand la gynéco me dit c'est probablement de l'endométriose, elle me dit je vais vous expliquer ce que c'est. Et là, je lui dis mais attendez, je crois que je sais ce que c'est. Et je lui ai redit avec mes propres mots, elle dit oui, c'est ça. Voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, j'ai une histoire, pour le coup, j'ai mis 6 mois à diagnostiquer, enfin 6 mois même pas, quoi. Oui, parce que moi, j'ai déjà eu des échos de personnes qui ont mis des années, voire 10 ans, en voyant des multiples médecins spécialistes qui n'arrivaient pas à leur dire ce qu'elles avaient. Exactement. Donc c'est une maladie qui est vraiment difficile aussi pour ça. Et moi, j'ai pas eu ça. Par contre, après, là où ça se gâte, c'est comment est-ce qu'on gère ? Comment est-ce qu'on traite ? Parce qu'il y en a qui... Tout le monde ne se fait pas opérer. Voilà, tout le monde ne se fait pas opérer. Toi, particulièrement, qu'est-ce que tu as eu comme traitement ? Moi, j'ai d'abord eu un traitement qui, je pense, était basé sur de la progestérone, mais qui fonctionnait comme une pilule, c'est-à-dire 21 jours, un comprimé par jour. Et puis après, pendant une semaine, on laisse les règles revenir. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas sous progestérone. Donc, autant dire qu'en fait, ça sert... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a servi à rien parce que j'avais toujours des douleurs. Ces douleurs, elles étaient vraiment au point que tu restais au lit, t'allais pas... Alors non, enfin ça dépendait. Si j'étais chez moi, ça m'a jamais empêché de bosser. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'allais au bureau, j'étais bien chargée d'antidouleurs, que je devais reprendre dans la journée parce que j'avais trop mal. Et moi, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir des lésions dans des zones qui sont relativement traditionnelles pour l'endométriose, donc autour de l'utérus, sur les ovaires, un peu sur l'intestin. Notamment... Oui, parce que ça remonte dans tout l'organisme. Ah ouais, ça peut aller dans des endroits super bizarres. Voilà. Et j'en ai à un endroit aussi qui est pas si souvent cité que ça, j'en ai sur la vessie. Et la vessie, apparemment, c'est pas trop opérable. Vu que ça touche tout ce qui est l'utérus, et surtout les cycles, du coup, on peut pas savoir qu'une petite fille, avant qu'elle ait ses règles, elle a des problèmes d'endométriose. C'est seulement à ce moment-là que ça... même pas, parce que toi, tu as eu tes règles... oui. À quel âge, je sais pas, indiscret 13 ans. 13 ans, et c'est à 25 ans que tu as commencé à avoir des douleurs. Voilà. Donc, ça, aujourd'hui, la médecine n'explique pas pourquoi d'un seul coup, ça se déclare. Apparemment, aux dernières nouvelles, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas d'explication. Alors bien sûr, on a tout exploré, les causes psychologiques, les causes environnementales, la maladie auto-immune, etc. Moi, j'étais restée là-dessus en dernière explication. La maladie auto-immune ? Ouais, potentiellement, ça pouvait être ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus au clair, en fait, avec tout ça. Tu penses qu'il y a des femmes, depuis toujours, elles ont vécu avec des douleurs au moment de leurs règles ? On leur a dit, c'est juste les règles, c'est normal, prends un antidouleur. Voilà, ça, c'est un vrai problème. Et heureusement, je te remercie de soulever ce point-là. Parce que, oui, on vit dans une société aussi où on nous dit toujours oui, mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Ça peut être normal de ressentir un certain inconfort, d'avoir très mal au point où ça devient handicapant et où parfois on regarde le calendrier en se disant merde, ça va tomber cette semaine-là, je vais être HS. Ah ouais, en plus j'ai telle réunion, je vais avoir tel truc pour tel projet. Ah, c'est le mariage d'un tel, oh là là, je vais être dans tous mes états et tout. Donc, tu anticipes dans ces moments-là et tu prends le cachet antidouleur en avance ? Ouais, ou alors on sait très bien qu'on va pas être au top de sa forme et que ça va être un calvaire. Quand on sait qu'on va avoir des choses importantes au plan du travail et qu'on va pas être au top de sa forme, ça devient très compliqué, quoi. Et ça crée une pression psychologique qui fait que des fois, on déprime vraiment. On peut être limite en dépression. Moi, ça m'est pas arrivé. Par contre, j'ai vraiment eu des périodes où j'étais basse, quoi. Vraiment basse, parce que je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Donc toi, tu as pris le traitement, excuse-moi. Oui, justement. Tu as pris le traitement pendant 21 jours et après... Pendant un certain temps, pendant plus de 2 ans. Après, je suis partie à l'étranger 1 an. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va voir, on va tout lâcher, on va voir si... Donc là, tu avais 26, 27 ans. Quand je suis partie à l'étranger, j'avais 28 ans. Et je suis restée 1 an, donc je suis revenue, j'avais 29 ans. Et pendant 1 an, donc j'avais rien. Ça a été un calvaire. Franchement, donc là, tu n'avais plus de traitement, tu avais tout arrêté de toi-même ou du médecin ? Le médecin qui t'a... en fait, je crois que je lui en avais parlé. Elle avait dit, oui, on va essayer, etc. Et je trouvais ça aussi plus facile pour moi parce que vu que j'étais à l'étranger, il aurait fallu que je parte avec tout un stock de pilules. Ça aurait été chiant, quoi. Et j'ai complètement tout supprimé. Et franchement, tout est revenu au galop. Et chose que je ne savais pas à ce moment-là, que j'imaginais pas, c'était que, la moindre période...
sans traitement, en fait, la maladie galope, quoi. Elle revient en pire, quoi. Et c'était juste ce cachet-là que tu prenais pendant 21 jours qui on va dire, contrôlait la maladie, l'empêchait de se développer? Alors, je pense que oui, ça avait cet effet-là. Après, c'est vrai que ça supprimait pas les douleurs, mais je pense que malgré tout, ça avait un effet de limiter les dégâts. Ouais. Je pense que ça pouvait avoir cet effet-là. J'en ai pas l'absolue certitude, mais malgré tout, ouais, je pense. Donc, quand je suis rentrée, il s'est produit un problème. J'ai fait une première crise. J'étais chez mes parents et un matin, j'ai posé le pied par terre et j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'un coup de poignard. Et je me suis évanouie. Donc, je pense qu'au seuil mon seuil de douleur violente, moi, je le mesure toujours par rapport à cette crise qui a fait que mon corps a dit « Non, je ne peux pas supporter cette douleur-là. » Donc, boum, je suis tombée. J'ai perdu connaissance. Donc, je me suis retrouvée en clinique. En urgence directement? Ouais, mes parents m'ont amenée dans une clinique où je suis restée en observation pendant 24 heures. Et là, je me suis rendu compte de ce que pouvait être le corps médical par rapport à cette maladie. J'ai eu en l'espace de 24 heures 4 gynéco-mecs qui m'ont fait des touchés vaginaux, alors que je pense que si j'avais dû me mettre un tampon taille mini, j'aurais pas pu parce que j'avais tellement mal. Alors 3 doigts plus une pression sur le bas-ventre, c'était insupportable, quoi. D'ailleurs, le dernier, qui était avec le recul le plus doux et le plus gentil, je l'envoyais chier, pour pas dire les choses autrement. Je lui ai dit non mais là, ça va pas être possible. Que des hommes? Ouais, que des mecs. Je lui ai dit là, ça va pas être possible. Si vous voulez savoir comment c'est à l'intérieur, demandez à vos petits camarades parce que vous êtes le 4e qui passe et là, moi, je veux plus, j'ai trop mal. Genre, t'en as eu combien comme ça en une journée? En une journée, j'en ai eu 3. Donc lui, c'était le 4e. Il passait le lendemain. Alors j'avais passé une nuit à chialer. Voilà. Et sa seule réponse, ça a été les bras le long du corps. Je le verrai toujours un peu raide comme ça. Elle m'a dit non mais si je le fais pas je vais pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est là que je lui ai dit non mais demandez à vos petits camarades quoi. Moi je veux pas, là ça passera plus. Et en fait il l'a pas fait. Donc, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait ça tournait les gardes ou c'est ouais, je pense qu'il y avait ça et puis je pense qu'il y a aussi tout simplement le bon vieux réflexe quand une femme a un problème gynéco, c'est qu'on fait un toucher vaginal quoi. Il y a beaucoup de femmes justement quand elles vont accoucher ou quand qui s'en plaignent, ouais. De dire que on y va 2 doigts, 3 doigts, ouais, voir comment le collet dilaté, machin. Enfin après, je ne suis pas gynéco et je pense qu'il y a peut-être pas d'autre façon de faire, je ne sais pas. Hein. Mais de là, il y a quand même des comptes rendus médicaux et peut-être qu'ils se disent que le collègue n'a pas fait le truc correctement. Et... Enfin, c'est fou, quoi. Et puis ça n'a rien changé, en fait, au final, au diagnostic. Bah non, ça n'a rien changé. Donc, en plus, on m'a fait passer au cours des 24 heures, j'ai repassé un IRM et tout. Là, on a vu que j'avais un kyste sur un ovaire. Un ovaire, c'est quand même, on m'avait expliqué, c'est la taille de l'ongle d'un pouce. Mon kyste, il faisait 6 cm. Donc, il a sur les RM, il était gros, quoi. Il se voyait. Donc, quel était le besoin de refaire un toucher vaginal à ce moment-là, tout en sachant que j'étais en pleurs et que je souffrais, mais j'avais trop mal, quoi. Donc, bref. Donc, on a décidé à ce moment-là de tenter un autre traitement par injection avec une molécule, je peux la citer parce que ça m'a... Ouais, une molécule qui s'appelle Enantone. Et Enantone, c'était censé normalement réduire le kyste. C'est une injection qui te font où? Alors, c'était dans la fesse. Et en fait, j'ai eu 2 injections. J'en ai eu une à l'hôpital et une deuxième 3 mois plus tard. Voilà. Et en fait, il fallait tester pendant 6 mois pour voir ce que ça faisait, si ça avait un réel effet. Ce qu'il faut savoir sur l'Enantone, ce qu'on m'avait expliqué, c'était qu'en fait, c'est également une molécule qui est utilisée dans le cancer de la prostate. Ok. Mais en fait... Ils n'ont pas de recul sur les choses qu'ils testent ou je pense qu'ils ont dû se rendre compte que sur certains tissus, ça pouvait probablement aboutir à une diminution en fait des ovaires, de ce tissu kystique en fait, du kyste, parce que c'était ça le but. C'était avant de passer sur le billard, on m'avait dit normalement il est possible qu'on t'opère, mais avant on veut tester ça pour voir si en fait le kyste on peut le réduire. Chose que intellectuellement je peux tout à fait concevoir, aucun problème. Donc j'étais consentante pour faire ces 2 injections, sauf qu'en fait ce traitement, moi, il a eu un drôle d'effet sur moi. Je pense que j'étais fragile psychologiquement à ce moment-là, mais en fait pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai eu l'impression d'être complètement isolée, de vivre dans une espèce de bulle où rien ne m'atteignait. J'étais pas bien, quoi. Et tu penses que c'est je pense que ça a joué un rôle.
Je sais pas ce qu'il y a dans ce truc-là, mais moi, je pense que ça jouait un rôle. Donc, tu as eu 2 injections en tout. Ouais, j'ai eu 2 injections et je me rappelle à la deuxième, j'étais encore chez mes parents à ce moment-là. J'étais mais super mal et j'ai eu des problèmes intestinaux à ce moment-là. En fait, pendant 8 jours, j'ai pas pu aller aux toilettes. Et ça m'a rendu mais trop mal. T'as limite frôlé l'occlusion intestinale? Ah ben, je sais pas, mais Parce que si... vraiment pas bien, quoi. Ça a été terrible. Cette période-là, ça a été vraiment terrible. Donc le traitement n'a pas marché, ce traitement-là? Déjà, ça n'a pas marché, parce qu'après, re-IRM, on s'est rendu compte que le kyste, il faisait, je crois, 5,8 cm au lieu de 6, donc autant dire que ça ne servait à rien. Ouais. Donc, opération. Et en fait, moi, ça tombait bien, parce que je venais de retrouver un boulot, et il fallait qu'avant que je commence mon travail, je sois opérée. Donc, j'ai un peu bousculé le chirurgien, mais il a compris. Je suis rentrée à l'hosto, j'y ai passé 3 jours, et... j'ai été opérée par célioscopie, qui est une vraie bénédiction, parce que 0 cicatrice, c'est vraiment super. C'est avec les petits tubes, en fait. Ah ouais, oui, c'est ça. Hein. Ah, c'est génial. Et ils regardent sur écran. Et ouais. L'opération dure pas longtemps, et au bout de 8 jours, enfin, moi, je regalopais comme donc là, l'opération, ça consistait à te retirer... les kystes et gratter les lésions, où on pouvait les gratter, parce qu'il y a des endroits où c'est très difficile. Donc c'est une opération qui a duré, tu te souviens si je dis pas de bêtises, je crois que ça dure moins d'1 heure. Anesthésie générale? Ouais, anesthésie générale, et c'est vraiment, c'est bien, quoi. Et tu te réveilles, t'as pas mal? Alors, on m'a expliqué après coup qu'en fait, durant l'opération, on injecte du gaz dans l'abdomen, hein, donc ça peut faire un peu mal, parce qu'il faut évacuer ce gaz, donc c'est inconfortable. Mais ça fait pas hyper mal. Donc voilà, c'est juste on est alité, on est un peu pas bien, mais c'est tout. Et on a des gaz. Ouais, voilà, on a des gaz. On a le ventre gonflé, c'est pénible. Mais c'est tout. Et bon, à la suite de ça, bien sûr, il fallait décider d'un traitement. Donc, je suis repartie à nouveau sur du luténil. Luténil, je pense, c'est le premier médicament que j'ai pris. Ah, les 21 jours. Les 21 jours, etc. Bon. Et puis, malheureusement, ça a à nouveau pas remarché. J'ai refait une crise quelques temps plus tard. Là, t'avais quel âge à peu près? J'avais un petit peu plus de 30 ans. Ouais, j'avais un peu plus de 30 ans. Et là, j'ai terminé aux urgences à l'hôpital Tenon. Et je suis tombée sur... je les oublierai jamais, ces deux-là. Ils ont été super. Un interne et une infirmière. L'interne était un homme. Et visiblement, il avait déjà vu des cas d'endométriose, parce que l'infirmière lui posait des questions. Elle était jeune, c'était une femme, et elle ne savait rien sur la maladie. Et elle me tenait la main. Elle était vraiment super gentille. Elle me tenait la main, elle voyait bien que j'étais en détresse. Et elle lui a posé des questions, elle à l'interne. Elle a dit, mais c'est quoi en fait cette maladie? Et il a eu une image qui est restée dans ma tête. Il a dit, c'est simple, en fait, ça crée des lésions qui, dans le corps, ressemblent à du Nutella. C'est comme ça qu'il lui a expliqué. Bon, on fera pas de promo à l'huile de palme. Non, mais voilà. Qui ressemble à de la pâte à tartiner. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'image en soi, elle est éclairante. C'est une bonne image. Parce que du coup, on se projette. Voilà. Et donc, il a été très doux, très, très gentil. Lui aussi, ils ont essayé de calmer mes douleurs et tout. Et en fait... ils les ont calmés, donc j'ai pu rentrer chez moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être suivie par l'hôpital Tenon pendant, je crois, 2 ans. Et ça n'a pas été très positif, là. En fait, là, j'ai été confrontée à des médecins qui... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hôpital Tenon est à Paris, dans le 20e. Dans le 20e, ouais. Voilà. Et donc, j'ai été confrontée à des médecins qui, je pense, ne voulaient pas reconnaître leur impuissance à gérer l'endométriose. Donc l'interne n'était plus là? Ouais, non, malheureusement, c'était pas lui. Après, j'ai été suivie dans le service gynéco et j'ai vu 2 médecins, un homme et une femme, et ni l'un ni l'autre n'ont été ni compréhensifs, ni rien du tout. Donc ça, c'était il y a quoi, 13-14 ans? Ouais. Il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Ouais. Mais avant de me faire opérer, j'ai voulu obtenir un 2e avis sur l'opération. Et j'avais entendu parler d'un professeur qui est, paraît-il, grand ponte sur l'endométriose. Qui s'appelle? Alors, il s'appelait le professeur Chaperon. D'accord. Je pense qu'il est à la retraite aujourd'hui. Non, mais peut-être que certaines qui écouteront ont déjà entendu parler du monsieur. Et moi, j'ai eu une expérience catastrophique avec ce monsieur. Il exerçait à Port-Royal. Déjà, c'était difficile d'avoir un rendez-vous. Quand je l'ai eu, je me suis retrouvée face à un homme qui m'a à peine regardée, qui avait le nez dans ses papiers, qui ne m'a pas examiné, et qui en fait a su juste prendre des notes. Très très froid, mais vraiment d'une froideur terrible, quoi. Et
il m'a gardé 10 minutes dans son bureau et à la fin, il m'a dit, bon, maintenant, vous allez aller dans le bureau de ma secrétaire. Elle va vous faire tous les papiers nécessaires pour que vous fassiez tel et tel examen. Et il m'a donné les examens. Donc, il y avait la bonne vieille échographie, l'IRM, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des trucs, voilà. Enfin, en gros, le mec, il a servi à rien, quoi. Du coup, t'es retournée à Thonon. Ouais, donc du coup, après, j'ai été opérée. Et puis après, voilà, j'ai eu une crise, etc. Et donc voilà, lui, franchement, apparemment, il y avait des patientes de l'étranger qui venaient le voir. Pour moi, ça a été degré zéro de l'humanité, quoi. Vraiment. Bon, donc Thonon. Thonon, donc il y a eu une fois où en fait, on m'a fait comprendre que vu que j'avais des lésions sur l'intestin, il était possible qu'on me coupe un morceau d'intestin pour juguler l'étendue des dégâts. Moi, je suis au stade 4 d'endométriose. Il y a des stades. Comme le cancer. Voilà, comme le cancer, même si je préfère le dire, c'est une maladie dont normalement on ne meurt pas. Mais il y a des stades. Donc le stade 4, il est normalement stade sévère. Bon. Et en fait, on m'a dit, bah oui, si jamais la maladie continue à proliférer, il va falloir envisager la résection de l'intestin. Et pour moi, la résection de l'intestin, c'est une opération qui est tellement grave, avec pose d'une poche derrière, que en gros, ma vie était foutue, quoi. En gros, quand on commence avec ce genre de truc, on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça finit. Parce que l'intestin est tellement difficile à cicatriser que... Bon. Et alors là, moi, ça a été le gros signal d'alarme dans ma tête, c'était non, ça c'est hors de question. Je ne ferai jamais ça. Contre l'avis des médecins. Ah ouais. Alors là, je suis sortie, je me suis dit, Thonon, c'est fini, quoi. Et donc, en désespoir de cause, mais j'ai bien eu fait, je suis allée voir mon médecin en médecine générale, qui est une femme, mais en fait, c'est un cabinet, elle exerce avec son frère. Et le jour où j'ai pris rendez-vous, c'était pas elle, c'était son frère. Et je lui ai tout expliqué. Il m'a écoutée, mais alors avec une patience d'ange, j'oublierai jamais. Et il m'a dit, non, mais on va pas faire ça. On oublie Thonon. Et moi, je vous envoie à la clinique mutualiste Montsouris, donc à Paris, dans le 14e. Je vous adresse à tel professeur, vous lui expliquez ce que vous venez de me dire, et lui, il va trancher. Professeur comment ? Cohen. Ouais, professeur Cohen. Et effectivement, alors là, changement complet de décor. Je suis arrivée dans une clinique qui était agréable. En plus, c'était un jour de soleil, donc c'était top. Ça m'a mise en confiance. Et en 10 minutes, je lui ai résumé mon histoire. Et il m'a dit, écoutez, moi, je pense que tout simplement, vu la vie que vous voulez mener, pas d'enfants, etc., moi, je suggère qu'on vous mette en ménopause artificielle. Ça veut dire que le traitement que vous preniez avant... Alors, on ne va pas prendre exactement la même molécule. Enfin, je pense que ce n'est pas exactement la même molécule. C'était un autre médicament. Et on va le prendre pendant 28 jours sans s'arrêter. Et puis, si un jour, à un moment donné, vous changez d'avis, vous voulez avoir des enfants, bah, à ce moment-là, on avisera, quoi. On interrompra. Donc 28 jours, c'est-à-dire que tu as quand même 2-3 jours dans le mois où tu prends pas de... Alors en fait, je dis 28 jours non parce que c'est les jours du cycle, mais en fait c'est sans interruption. Okay. Donc ça, j'ai commencé ça début 2006, en janvier, et je me suis jamais arrêtée. Donc ça va faire 13 ans. Ça fait 13 ans que tous les jours tu prends un cachet. Ouais, 13 ans, et que j'ai pas mes règles. Alors, et que tu n'as plus aucune douleur ? Non, plus aucune douleur, au point que quand je vais chez la gynéco, et parce que maintenant j'ai une gynéco qui est super... une autre ? Ouais, une autre, conseillée par ma chère médecin en médecine générale. Et quand on me fait un toucher, je ne sens rien. Rien du tout. Donc voilà, donc ça veut bien dire que... Et c'est quoi le nom de... Le nom du médicament ? Ouais. Luthéran, 5 mg. Okay. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui en prennent, je crois qu'on peut aller jusqu'à 30. Moi, c'est 5 mg. Au cas où il y a des personnes qui sont à la recherche de solutions miracles. Ouais, tout à fait. Donc, moi, ça... Même si un avis de médecin ne remplacera jamais les conseils de chaque cas est différent. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que pour moi, ça a été la solution. Alors, c'est vrai que quand on dit ménopause artificielle et quand on a 32 ans, à l'époque, j'avais 32 ans, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi, de s'entendre dire ça. Aucun effet secondaire ? Bouffée de chaleur, je ne sais pas. J'ai eu des bouffées de chaleur avec Enantone. D'accord. Alors là, j'ai vraiment compris ce que c'était. Mais avec ça, rien. Alors, il paraît que les effets peuvent varier selon les femmes. Il y a des femmes qui ont de l'acné, il y a des femmes qui prennent du poids, qui ont des humeurs terribles. Moi, ça m'a rien fait.
Tu fais pas de sport à côté, tu fais pas de... Moi, je fais beaucoup de sport, hein, surtout maintenant. Mais franchement, non, ça m'a jamais perturbée. C'est facile à prendre. Voilà, moi, j'apprends le soir. Bon. Du coup, pas de règles? Non, pas de règles. Alors, par contre, c'est pas radical comme ça parce qu'au début, il faut que l'organisme s'habitue à cette substance. En fait, c'est de la progestérone. Comme un stérilet aux hormones. Voilà, c'est ça. Donc, au début, on a des saignements qui vont être très erratiques. Hein, mais ça, moi, dans mon souvenir, je crois que c'est pendant 3 ou 4 ans, j'en ai eu. Et d'ailleurs, quand on va voir un gynéco, elle nous pose la question. Donc, et à un moment donné, ça disparaît. Donc, pendant cette période-là, on va dire, on continue de porter des protections, des choses comme ça, même si c'est pas régulier, mais ça arrive. Et puis après, à un moment donné, ça se calme complètement. Et comment tu sais... Alors, moi, c'est une grande question avec ces histoires, parce qu'il y a des pilules aussi classiques qu'on a sans interruption. Ouais. Ça, j'ai entendu parler. Mais comment tu vas savoir un jour que tu es ménopausée si tu prends toujours ce... Ah, très bien. Ouais, c'est super que tu me poses la question, parce que c'est la question que j'ai posée à mon médecin la dernière fois que j'ai fait renouveler mon ordonnance. Parce que c'est mon médecin en médecine générale qui le fait. Et je lui dis, voilà, maintenant, l'année dernière, j'avais 44 ans. Je lui dis, comment on va faire Elle m'a dit, c'est simple. On va faire un dosage hormonal quand tu auras 50 ans. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va me demander, par exemple, pendant 1 mois ou 2, d'arrêter le traitement, histoire qu'ensuite je fasse le dosage hormonal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a dit, tranquillise-toi. Parce qu'il y a quand même des femmes qui, parfois, sont ménopausées super tôt. Ouais, il y en a qui sont ménopausées super tôt. Il y en a... en plus, on sait que la ménopause, c'est un processus vachement progressif. Ça prend des années à s'installer. Donc, je pense que des tests, je vais en faire plusieurs, à mon avis. À mon avis, on va en faire 1 par an à partir de 50 ans. Voilà, jusqu'à ce que... Et si jamais tu étais ménopausée avant, tu le sauras pas, du coup? Peut-être pas. Ou alors, est-ce qu'il y aura des signes avant-coureurs, genre par exemple des bouffées de chaleur avant? J'en sais rien, en fait. Ouais, quoi que non, parce qu'il y a des... Enfin, moi, personnellement, ma mère n'en a pas eu. Ouais, donc, voilà. Donc, ça peut varier sur plein d'aspects, j'imagine. Encore une fois, on est toutes différentes. On est toutes différentes. Donc, du coup, ça, c'est... Mais en fait, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je vois avec beaucoup de sérénité, parce qu'en plus, ce qu'on m'a expliqué, c'est que la ménopause, quand elle s'installe, chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est que les lésions d'endométriose deviennent fibreuses et qu'elles s'éliminent progressivement. Donc en fait, c'est un peu la libération pour celles qui veulent plus d'enfants, qu'on veulent pas. Ouais. La ménopause, c'est un peu genre... Mais complètement. Mais en fait, c'est la libération pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, parce qu'à ce moment-là, les lésions vont disparaître. Mais par exemple, toi, tu continues de prendre le traitement pour faire... Mais il y a d'autres cas, bon, on parle du tien, mais il y a des personnes qui sont obligées d'arriver jusqu'à l'hystérectomie. Ouais, je pense qu'il y a des cas où... C'est quand le traitement que tu prends ne suffit pas? Oui, peut-être qu'il y a des femmes qui réagissent mal au traitement et que donc du coup peut-être elles sont obligées d'arrêter. Parce que t'as pas eu à un moment donné, comme dans certaines maladies, où le médecin il te dit, bon alors on va essayer ça, si ça marche pas on fera ça, si ça marche pas on fera ça. Parce que c'est vrai que c'est une maladie où on s'y perd un peu parce que... Les options sont limitées. Ah, les options sont limitées? C'est limité, hein. Soit on prend comme ça des hormones en continu et en fait on soigne les symptômes mais on soigne pas la cause avec l'endométriose. On ne sait pas ce qui le cause, donc on peut pas guérir. Mais donc avec l'hystérectomie, là il y aurait plus de soucis. Et en fait pas forcément, parce que quand on enlève l'utérus, si on nettoie pas les autres lésions, et il y a des endroits où on peut pas opérer, en fait vu que on continue d'avoir un cycle, parce que quand on enlève l'utérus, on n'enlève pas forcément les ovaires, et donc les hormones continuent d'être produites. Donc en fait, on continue de produire des oestrogènes, et c'est les oestrogènes qui alimentent l'endométriose. Les lésions qui n'ont pas été nettoyées, même en l'absence d'un utérus, elles continuent de réagir au cycle. Donc on continue d'avoir des douleurs. Et on peut pas, je vais loin parce que je connais pas le sujet, mais retirer aussi les ovaires? Peut-être. Je sais pas, parce que peut-être. En cas de cancer, bien sûr. Si, en plus c'est pas un équipement qui est nécessaire à la survie. Oui, mais c'est donc c'est du pour coup, ça que je me dis est-ce que... Mais parce que dans les témoignages qu'on voit dans genre Enora Malagré ou même il y en a certaines qui parlent de l'hystérectomie. Ouais. Mais donc si au final c'est selon le cas en fait, c'est probablement c'est selon les cas, ouais. Là pour le coup je peux vraiment pas dire plus de choses, mais par rapport à ça... Toi, par exemple, tu sais depuis longtemps que tu veux pas d'enfant, mais on t'a parlé de... Est-ce que c'est une maladie comme pour le cancer avec la chimio, où on te propose de congeler tes ovocytes en vue d'une grossesse? Alors moi, ça, on me l'a jamais proposé. Ouais.
On me l'a jamais proposé, ça n'a jamais été évoqué d'une manière ou d'une autre. Non. Non, parce que j'ai entendu parler de ça. Oui. Certaines personnes qui étaient atteintes d'endométriose, on leur en avait parlé. Et je trouve qu'en 2018, c'est normal qu'on le propose quelque part, parce que déjà, la recherche, j'ai l'impression quand même sur l'endométriose avance. On en parle beaucoup plus qu'avant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va bien trouver des solutions. On va bien trouver des traitements. Et qu'en attendant, je pense notamment aux très jeunes femmes aujourd'hui qui sont atteintes, mais peut-être que dans 10 ans, il y aura un traitement et que pour celles qui sont peut-être un peu qui sont plus avancées en âge, par contre, peut-être qu'elles pourront bénéficier du traitement, mais qu'elles seront plus assez fertiles pour produire naturellement leurs ovocytes. Donc à la limite, si leurs ovocytes sont congelés et qu'on peut ensuite faire une insémination artificielle, très bien, super. Donc c'est une solution aujourd'hui qu'il faut probablement proposer aux femmes, C'est quand même bizarre que ce soit proposé qu'en cas de chimio et pas dans ces maladies-là qui sont quand même focus sur l'utérus. Exactement, et sur la vie des femmes et des choix importants comme celui d'avoir des enfants ou pas. Tu t'es rapproché parce qu'apparemment en France, il y a 2 associations qui font la sensibilisation sur l'endométriose. Ouais, alors moi, quand j'étais atteinte, je suis toujours atteinte, mais c'est juste aujourd'hui, pour moi, c'est moins une réalité. Quand c'était problématique. Ouais, voilà, quand c'était problématique, il y avait surtout Endo France. Et donc, j'étais allée faire un tour sur leur site, qui était une très bonne source d'information. Par contre, moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'y allais plus parce que lire les témoignages des femmes sur le forum, ça me déprimait vraiment beaucoup, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait des femmes qui étaient dans des états catastrophiques, vraiment. Tout simplement parce que leur maladie était mal gérée et c'était pas leur faute à elles, bien sûr. Et donc toi, t'as googlisé ouais, comme toute personne qui a ouais. T'es tombée sur tout et n'importe quoi? Pas forcément que sur les sites d'associations. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que Endo France était très bien référencé. Donc du coup, c'était le premier site qui était en haut des résultats de recherche de Google. Site en français en plus. Après, c'est vrai que y avait beaucoup de sources médicales en anglais assez poussées. C'est quel pays qui est vraiment en avance là-dessus, les États-Unis? J'avais cru comprendre que aux US, il y avait pas mal de recherches. Pas mal de recherches. Je sais pas sur la recherche, mais au moins, il y avait de la production à lire. Le Canada aussi, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de choses. Mais ils sont très en avance sur les femmes, j'ai l'impression, sur plein de domaines. Ouais. Moi, j'ai eu des problèmes de thyroïde. Oui. Et c'est souvent les chercheurs canadiens qui ressortent dans Google. C'est même... c'est intriguant. Ouais, c'est intriguant, ouais. Et ils communiquent sur des canaux spécialisés, mais ils communiquent dessus. Donc, du coup, moi, j'avais lu des trucs qui m'avaient informé sur cette maladie. Après, c'est drôle parce qu'à un moment donné, vu que je suis une voyageuse invétérée, je passais beaucoup de temps sur le forum anglo-saxon de Lonely Planet. Et c'était à l'époque, il y a longtemps, il y avait une branche spécialisée aux discussions de femmes, de voyageuses. Et il y avait des femmes qui parlaient de l'endométriose. Et un jour, c'est là aussi, grâce à ce forum, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une maladie courante, parce que parmi les femmes qui participaient au forum, qui encore une fois était un forum de voyage, il y avait plein de femmes qui étaient atteintes. Donc, il y a aussi plein de femmes qui ne savent pas. Mais oui, qui ne savent pas, ouais. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une variété de symptômes, voire de non-symptômes, parce qu'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui le savent que après une grossesse ou des tas de trucs comme ça, et qui avant, en fait, la maladie était là, mais elles n'avaient même pas de douleur. Donc elles ne s'en rendaient pas compte. Ça peut arriver, ça aussi. Enfin, voilà. Et j'ai entendu parler pour la première fois là sur ce forum d'une plante qui ne pousse apparemment qu'en Amérique du Nord et qui était utilisée par les femmes indiennes pour lutter contre les règles douloureuses. Et apparemment, il y aurait un petit peu de recherche là-dessus. T'as le nom de cette plante ? Ah non, je me souviens plus. Malheureusement, je me souviens plus. Mais j'avais trouvé ça intriguant, quoi. Bon, voilà. Toi, t'as pas essayé tout ce qui est homéopathie, naturopathie? Non, alors j'ai pas essayé l'homéopathie. La naturopathie non plus. Par contre, une fois, sur conseil de quelqu'un qui avait un problème complètement différent, je me suis dit pourquoi pas essayer l'acupuncture. Avant que tu commences le traitement Je crois que c'était entre deux, un truc comme ça. Je me souviens plus. C'était au début, quand j'avais 30 ans. Alors peut-être que j'étais quand même sous progestérone à ce moment-là, mais pas en continu. Donc du coup, j'avais des problèmes. Et je suis tombée sur une folle dingue. Je suis désolée, mais... Pour tout ce qui est... Une acupunctrice. Ah ouais ? Ouais, vraiment, une folle.
une femme. C'était pas une recommandation d'amie Et ben en fait, cette amie m'a dit, elle avait des problèmes digestifs, donc c'était autre chose. Mais elle m'a dit, tu devrais aller la voir. Moi, elle me fait beaucoup de bien. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. T'as fait qu'une séance ? Ah ouais. Combien la séance ? Alors, attends, je t'explique. Je suis allée la voir. Déjà, je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Elle était d'origine étrangère. Elle avait un certain âge. Et apparemment, elle avait eu son diplôme en France. Je sais vraiment pas comment. Parce que pour moi, elle parlait à peine français, quoi. Bon, déjà. Et puis, dans le peu que j'ai compris de ce qu'elle me disait, quand elle a su que moi, de maternité, il n'y aurait pas, elle m'a servi un discours, mais hyper conservateur sur les bienfaits de la famille. Alors déjà, moi, j'ai sorti mon blindage. Et ça a été à un point où, en fait, elle m'a mise dans une salle à part et elle m'a fait écouter une bande où il était question de famille, etc. Donc, en gros, elle essayait de me convertir, quoi. Et elle est venue me chercher au bout d'une demi-heure. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas encore sortie ? Mais je fais, mais moi, je croyais que vous alliez venir me chercher. Elle m'a dit, non, mais on s'arrête là. De toute façon, ça n'ira pas. Donc, voilà. Et en fait, la séance était à 60 €. Elle m'a dit, mais vu que je ne vous ai pas piqué, parce qu'elle ne m'a pas piqué, heureusement, eh ben, vous me donnez ce que vous voulez. Donc, je lui ai donné 30 €. Mais je crois qu'avec le recul, j'aurais dû lui donner 1 centime symbolique. Parce que c'était tout ce qu'elle valait, quoi. Mais du coup, t'as pas tenté vers un autre ? Parce qu'il paraît quand même que l'acupuncture, ça peut être bon pour certains... Alors, après, aujourd'hui, en fait, c'est drôle parce que j'ai un très bon acupuncteur que je vais voir pour des problèmes d'allergie, des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de faire traiter mon endométriose qui est en sommeil. Donc, ça me va très bien, par d'autres moyens. Mais en fait, je pense que peut-être je suis tombée vraiment sur la mauvaise personne et peut-être que j'aurais pu gérer mon endométriose autrement avec l'acupuncture. Peut-être. Bon, voilà. C'est une option en tout cas qui est bon à savoir pour celles qui chercheraient des solutions. Ah bah oui, pourquoi pas essayer, quoi. Et après, j'ai vu aussi, pareil, sur conseil de quelqu'un, j'ai vu un énergéticien. Pareil, ça s'est super mal passé. J'ai fait 3 séances avec lui. Et en fait, à chaque fois, il me disait, oui, après la séance, vous allez vous sentir fatigué, il faut beaucoup boire de l'eau, etc. Rien du tout. Et un jour, il a eu un lapsus, il m'expliquait un truc. Et il voulait que je répète quelque chose et moi, j'ai dit non. J'ai pas voulu répéter parce que ça me correspondait pas. Et j'ai vu que ça l'énervait. Et donc, on s'est arrêté là. Donc, j'ai pas poussé plus avant. Après, toutes ces médecines parallèles, enfin, pas médecine parallèle, je sais même pas comment on dit, c'est thérapie parallèle. Oui, alternative. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Donc, du coup, n'importe qui, enfin, moi, de ce que j'ai appris, après, il y en a des très bien, hein, mais n'importe qui peut mettre une plaque et se dire acupuncteur. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est vrai que ça permet aux personnes qui voudraient tenter de faire de l'acupuncture, etc., vraiment y aller sur recommandation, aller voir sur les sites officiels, que ce soit de l'hypnothérapie, ce que vous voulez, mais il y a des sites officiels pour voir si la personne est vraiment diplômée d'une école reconnue. Parce que même si c'est pas, contrairement à un médecin, un dentiste, un médecin reconnu par l'État, s'il a la plaque, c'est qu'il est vraiment diplômé. Ouais. Même moi, je certifie qu'il y en a des très efficaces de médecine parallèle, enfin non, de thérapie parallèle. Mais voilà, il faut quand même être prudent parce que n'importe quel charlatan entre guillemets peut quand même créer son. Oui, et puis je trouve que pour donner confiance à la personne, il faut être capable de l'écouter. Là, en l'occurrence, moi, je suis tombée sur 2 personnes qui ont refusé, qui ont rejeté la personne que j'étais. Eh ben, ça donne pas confiance, quoi. Et forcément, ça peut pas aider. Donc voilà. Autre chose aussi, j'ai entendu parler de régime alimentaire spécifique. Moi, c'est la naturopathie, ça. D'accord. Majoritairement le soin par l'alimentation. Voilà. Comme dirait, j'ai oublié le grand maître de la médecine, Hippocrate. Oui. Que notre premier médicament, c'est l'alimentation. L'alimentation. Et ça, j'en suis persuadée. Ouais. Après, j'ai du mal on peut pas dire à quelqu'un qu'on va soigner un cancer ou une endométriose avec des aliments. Juste des aliments. Mais ça doit aider quand même. Oui. Alors, c'est vrai qu'après, je me suis pas plus penchée sur la question que ça. Peut-être que je me serais plus penchée sur cette question si j'avais eu des problèmes digestifs liés à l'endométriose, parce que l'endométriose peut provoquer beaucoup de problèmes digestifs. Moi, j'en ai pas eu, quoi. Ah, ça, c'est un effet secondaire aussi. Ouais. Alors, moi, j'ai eu des problèmes de transit, comme j'expliquais tout à l'heure, avec certains traitements, les nantones, voilà, ça a provoqué des constipations, des choses comme ça. Vu que j'avais des lésions sur l'intestin, mais c'était pas lié au transit en lui-même. Donc, du coup, j'ai pas éprouvé le besoin de changer quoi que ce soit à mon alimentation. Et depuis, tu as rencontré d'autres personnes qui ont aussi des problèmes d'endométriose ou pas vraiment Alors, j'ai eu des personnes dans mon entourage, enfin, une personne dans mon entourage qui a commencé à avoir des problèmes d'endométriose après 2 grossesses. Comme quoi, aussi, pareil, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais quand
quand j'ai eu ma première crise et que je me suis retrouvée dans cette clinique où j'ai eu droit à presque 4 touchés vaginaux en 24 heures, il y a eu un médecin qui a eu le front de me dire « Mais madame, de toute façon, le seul moyen d'améliorer votre situation, ce sera de faire un enfant. » Oui, et la preuve que non, puisque la personne... La preuve que non. Et puis surtout, c'est faux. Enfin, à cette époque-là, c'était début des années 2000, on disait vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai même vu dans ma veille que je fais pour le blog que apparemment dans les études, les femmes qui n'auraient pas eu d'enfants ont plus de chances d'avoir un cancer du sein que celles qui en ont eu. Ouais, moi, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Et c'est drôle parce que peu de temps après avoir commencé mon traitement par progestérone contre l'endométriose, j'ai lu, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, pour telle étude, il y a une autre étude qui va montrer l'inverse. J'ai lu que les traitements hormonaux à base de progestérone pouvaient protéger contre le cancer du sein. Après, voilà, c'est un peu comme toutes les études dans tous les domaines. Ça dépend qui les fait. Voilà, dans quelles conditions. Il faut prendre les choses avec pas mal de pincettes, quoi. Mais en fait, moi, ce que je voudrais surtout dire aux jeunes femmes, et c'est un conseil que beaucoup de femmes atteintes d'endométriose disent aujourd'hui, c'est que, surtout quand on est jeune, il ne faut surtout pas laisser traîner des douleurs trop difficiles. Il ne faut pas hésiter à consulter vite. Que les règles, en fait, moi personnellement qui n'ai pas de problème d'endométriose, quand j'ai mes règles, alors à part depuis que j'ai un stérilet, mais c'est un autre sujet, j'ai pas de douleur. Depuis toujours, j'ai jamais eu de douleur incroyable. Alors un petit effet Aralgan et ça passe. Et c'est vrai que pour en avoir après cours discuté avec des copines qui ont des problèmes d'endométriose, visiblement, elles avaient des douleurs mais insupportables. Et moi, je me rappelle de filles au collège qui avaient des problèmes de douleurs de règles au point de ne pas pouvoir aller à l'école, au point de faire à la limite des malaises vagales. Et moi, je me disais, mais elles en font de trop. Mais vraiment, parce que moi, ma sœur, ma mère, on n'avait pas de problème, nous, de douleurs incroyables. Et je me disais toujours, mais elles font leur cinéma pour pas aller à l'école, en fait. Et je pense que vraiment, là, pour le coup, si ça peut servir à quelque chose, c'est vraiment de fortes douleurs au moment des règles ou au moment de la préparation aux règles, pas hésiter à consulter, et si ça persévère, aller voir un autre médecin pour qu'il y ait vraiment des examens plus profonds qui soient faits. Et puis en parler, si le médecin aimait pas cette idée que ça pourrait être l'endométriose, en parler, le dire, parce que maintenant on commence à en parler. Juste une dernière chose, un épisode... un contact que j'ai eu avec un médecin, en l'occurrence c'était une femme. Quand j'ai fait ma première mammographie à 5 ans, je suis tombée sur une radiologue qui m'a dit « Ah, vous avez consulté aussi pour l'endométriose ?» Oui, je suis atteinte. Elle dit « C'est drôle parce qu'en fait, moi j'ai rédigé ma thèse sur ce sujet-là. Et quand j'étais interne, j'étais dans un service de gynéco et je me suis rendu compte à quel point les patients d'endométriose étaient maltraités. Maltraités dans le sens maltraitance. » Pourquoi ? Parce que on les prenait pas, on se pensait que c'était des somatismes, on les prend pas au sérieux. Et quand une femme, elle dit, en fait, c'est lié aussi au fait que beaucoup de gynécos, quand même, sont des hommes. Il n'y a pas que des gynéco-femmes, et que ces médecins ont beaucoup de mal à voir des femmes souffrir. Quand on arrive, on a mal, on pleure, parfois on crie parce qu'on supporte pas qu'on nous touche. Et ça, les hommes ont du mal à le voir. Ils se disent que c'est des gonzesses qui pleurent pour un rien. Exactement, c'est ça. Et elle m'a dit, moi, ça m'a beaucoup choquée parce que j'étais interne, j'étais une jeune femme, etc. Et en plus, j'avais travaillé sur le sujet. Donc ça, c'était quoi, il y a 10-15 ans ? Ah, même pas. C'était, j'ai fait ma première mammographie à l'âge de 40 ans, donc c'était il y a 5 ans. Alors, par contre, elle a vu ça, elle a vu ça avant parce qu'elle était interne. D'accord. Et elle m'a dit, j'étais très choquée par la manière dont on traitait ces femmes en lesquelles on ne voyait que des hystériques. Qui souffraient, mais en fait, on réduisait leur souffrance à une souffrance purement psychologique. En gros, c'est dans leur tête. Et ben non, l'endométriose, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps, quoi. Donc ça... Quand elle me l'a dit, c'était son témoignage du côté médical que j'avais absolument pas sollicité, mais ça m'a fait du bien de l'entendre. Parce que moi, j'avais eu des épisodes avec des médecins où ça s'était pas bien passé, et j'ai compris que j'étais loin d'être un cas isolé, quoi. Et comme dans plein de domaines, que ce soit mettre un stérilet quand on n'a pas eu d'enfant, etc., si on tombe sur quelqu'un qui ne veut pas, ne pas hésiter à trouver un autre médecin. Quelqu'un d'autre. Alors je sais que en province, c'est pas si simple que ça parce qu'on n'a pas 15 000 gynécos au mètre carré. Mais en tout cas, dans la mesure du possible,
ne pas se référer à une seule personne si le courant passe pas ou si la réflexion ou si les gens nous traitent mal. Il y aura forcément un soignant qui sera meilleur et qui... Tout à fait. Voilà, parce qu'on a tendance à croire que c'est une fatalité. J'ai l'impression quand même qu'il y a des changements. Oui, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais que pas au niveau que de l'endométriose, qui est vraiment il y avait eu tout un mouvement sur la maltraitance gynécologique sur Internet, sur les témoignages. Voilà. Rien d'autre à ajouter ? Je pense pas. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Je trouve ça important d'en parler. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker avec un petit j'aime selon le support où vous l'avez écouté, si c'est YouTube, si c'est SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner également aux différentes chaînes pour être informé des nouvelles publications. Nous sommes aussi présentes sur les réseaux sociaux. Vous les retrouverez tous sur le site lesbridget.com. Et enfin, si vous pensez que votre histoire, votre parcours peut être utile et intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Merci et à très vite.